Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir et privilège d'accueillir Samia Bouchaleb, qui a passé près de 20 ans chez The Coca-Cola Company, dont 10 à la direction générale Maroc puis Afrique. Samia est une femme au parcours et au mindset extrêmement inspirant. Après de brillantes études d'abord à Paris à l'ESCP, puis à New York à la Rochester University, Samia entame un parcours de manière assez surprenante dans le marketing, alors qu'elle avait suivi un cursus plutôt financier. En 2020, elle reçoit lors de la cérémonie des Impériales le prix Sacrée Femme, qui rend hommage à des femmes de renom, inspirantes et influentes dans le domaine du marketing, de la communication et des médias. Samia est un exemple de leadership féminin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à échanger avec elle. Yalla, place à l'épisode. Salut Samia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon appel, ça me fait très plaisir. C'est un plaisir de partager. Et surtout d'avoir une personne au profil comme le tien et surtout une femme au parcours comme le tien, c'est pas hyper commun, donc ça me fait vraiment, je suis d'autant plus honorée. Attends, j'ai les chevilles qui gonflent, attends, je vais gonfler un peu là, ça va aller, vas-y. Alors, avant de parler de ton parcours, je voudrais que tu me racontes un peu ton enfance. Qui est la petite Samia ? Comment était-elle ? Qu'est-ce qu'elle rêvait d'être ? Raconte-moi un petit peu ton enfance. C'est marrant parce que j'étais en train de faire du nettoyage dans mes affaires il n'y a pas très longtemps et j'ai retrouvé mes dossiers scolaires. Et en fait, en CM2, on avait des espèces de feuillets roses. Et en CM2, je disais que je voulais faire HEC. Ah ouais ? Ouais, alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow. Incroyable. Okay. Donc, il y avait des personnes dans ta famille qui avaient fait HEC ? Non, mais je ne sais pas pourquoi. C'était écrit HEC comme ça. Okay. Je me suis dit, bon, incroyable. Voilà. Donc, je savais ce que je voulais faire avant même de savoir ce que je voulais faire. Donc, c'est bien. Mais ça, déjà petite. Mais en fait, ce qui a déterminé qui je suis aujourd'hui, c'est en fait mon père. Okay. Enfin, mon père et ma mère. Mais je dirais d'abord mon père parce qu'il a toujours cru en moi. Il m'a toujours poussée. Il m'a fait faire le tour du monde à 18 ans en me disant, vas-y. Incroyable. Suis tes rêves, essaye. Si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèveras. Et puis, et ça, c'est mon père qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours poussée, toujours en disant mais essaye ça, c'est pas grave, même si tu rates, c'est pas grave. Ouais. Et ma mère qui était elle, mais perfectionniste jusqu'au bout, une des premières femmes d'affaires au Maroc dans le textile. Incroyable. Dans les années 75-80, elle était parmi les premières femmes à avoir un atelier. Elle avait 400 femmes qui faisait du textile à l'époque. Génial. Donc déjà une femme d'influence à son époque. Beaucoup. Et d'abnégation, d'envie de réussir et de faire du bien autour d'elle parce que c'était 400 familles qu'elle avait. C'était pas 400 personnes, c'était 400 familles. Donc un vrai sens des responsabilités sur le rôle social que peut avoir un chef d'entreprise. C'est génial. Donc du coup, elle t'a servi d'exemple. Ouais, les deux m'ont beaucoup drivé. Okay. Et mon mari a complété, donc c'est cool. Et du coup, tes parents aussi ont fait une école de commerce ou même pas non, forcément, non mon père était chef de service à Royal Air Maroc. Il a fait une licence en maths. Okay. Comme à l'époque, on faisait tous des licences en maths. Et puis ma mère, en fait, elle avait le bac et elle travaillait à l'ONE et en fait, elle a eu des copains qui étaient dans le textile dans les années 70 et ils lui ont dit mais on a besoin c'était au moment où tout le monde venait au Maroc et ils lui ont mis le pied à l'étrier et c'est comme ça qu'elle s'est lancée en venant du secrétariat de l'ONE à chef d'entreprise et puis voilà, pendant presque 30 ans. C'est fou, c'est génial, c'est impressionnant comme parcours, c'est incroyable. Ok, alors du coup, je te demande pas ce qui t'a poussé à faire une prépa et une école de commerce, vu que c'était déjà tout tracé. Au CM2. Donc du coup, je te pose pas la question, mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du marketing ? Parce que tu aurais pu faire pour le coup à HEC de la finance ou n'importe quoi. En fait, ce qui est vraiment complètement débile, enfin pas débile, mais pas standard, c'est qu'en fait, ma spécialité... C'était finance. Quand j'ai fait mon MBA, ma spécialité, c'était finance. Okay. Donc, j'étais vraiment... Mais mentalement, j'étais financière. Complètement. Et en fait, c'est mon premier job. J'ai commencé chez Johnson & Johnson. Et mon premier job qu'on m'a offert, c'était un job de marketing. Et ça, c'était à New York, non ? C'est ça ? C'était à New York, exactement. Okay, donc, j'ai mis le pied à l'étrier
dans le marketing. Et puis, comme vous savez, j'ai plongé là-dedans et puis ça m'a plu. Je suis restée dedans. Voilà. Et ce qui est génial, en fait, aux États-Unis, c'est que quelle que soit ta formation, tu peux faire du marketing ou de la finance. Tu n'as même pas forcément... Parce qu'en fait, c'est après avoir fait un graduate programme que tu te spécialises vraiment. Ouais. Mais toutes les études d'undergrad, c'est vraiment, tu touches à tout. Ouais. Et c'est super par rapport aux études type études à la française, où on te spécialise dès la troisième. Exactement. Et en fait, tu perds toute une ouverture sur le monde, en fait. Je trouve ça un peu dommage. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et alors, du coup, tu es passé par Paris, tu es passé par New York, tu es revenu à Casa. Ouais. Alors, si c'est pas trop indiscret, pourquoi tu as laissé de côté ces villes de rêve dont tout le monde rêve et tout le monde parle pour rentrer au Maroc? Parce que j'avais besoin d'équilibre. Ok. Et mon équilibre, c'est ma famille, c'est mon cocon, c'est construire mon propre nid. Ouais. Et en fait, dans ces villes-là, c'est super, c'est excitant, mais c'est bien quand on bosse, parce qu'on bosse, mais après, quand on rentre le soir, il n'y a personne. Ouais. Et moi, c'était bien de réussir en disant, OK, je suis arrivée, mais il y a plus que la réussite professionnelle, il y a aussi la réussite personnelle. Et pour moi, c'était important d'avoir un équilibre dans ces deux. Donc, je suis rentrée au Maroc pour ça. Ok, super. Alors du coup, je pense qu'on peut passer aux questions parcours. Ouais. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, de ce que je comprends, chez Coca-Cola, il y a deux entités différentes. L'une qui est NABC et l'autre qui est de Coca-Cola Company. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas NABC, c'est un ensemble d'embouteilleurs, dont NABC est un des embouteilleurs. Il y a 3 embouteilleurs au Maroc. Okay. Donc NABC est un de ces embouteilleurs. Et il y a de Coca-Cola Company. Ok. Et toi, moi, je travaillais chez de Coca-Cola Company. Ok, alors... de ce que je comprends, encore une fois aussi, c'est juste des assumptions parce que je ne connais pas vraiment l'entreprise, mais il y a un département marketing chez l'embouteilleur. Et, très petit. Et du coup, marketing aussi, c'est de Coca-Cola Company. C'est surtout parce que comme de Coca-Cola Company est le propriétaire de la marque, c'est eux qui sont responsables du marketing de cette marque-là. Okay. Le département marketing chez l'embouteilleur, c'est pour l'exécution. Ok. Vraiment, sur le terrain. Ok, noté, très clair. Et en termes de métier chez Coca-Cola, donc on a un produit qui est emblématique ou des produits qui sont emblématiques, qui existent déjà. En quoi consiste exactement le métier de marketeur chez Coca au Maroc? En fait, je vais revenir donner une définition un petit peu plus globale. Okay. En fait, de Coca-Cola Company est propriétaire de la marque. Donc en fait, tout ce qui est lié à la marque, c'est de la responsabilité de Coca-Cola Company. L'embouteilleur, lui, achète le concentré de chez Coca-Cola Export, l'embouteille et le vend. Donc le côté production et vente, c'est l'embouteilleur. Le côté marketing, support technique et support marketing et support légal, c'est de Coca-Cola Company. Okay. Donc en fait, le Coca-Cola Company agit comme un conseiller, comme un consultant, un conseiller qui oriente les stratégies qu'exécute l'embouteilleur. D'accord. Et en fait, la responsabilité marketing au sein de Coca-Cola Company, c'est tout ce qui est lié tout ce qui est autour du produit. Donc, le marketing 360, l'expérience client. Tout ce qui est plan d'activation. Plan d'activation, above the line, below the line, tout ça. Ok, super. Alors, j'ai lu quelque part que tu as passé 1 an seulement en tant que chef de produit senior avant de passer directrice marketing, ce qui est très impressionnant et très inhabituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ou en tout cas, quels ont été tes key success factors, comme on appelle ça dans le jargon, qui ont fait que tu as été promu aussi rapidement? Alors, il faut revenir 1 an en avant. Okay. C'est qu'en fait, avant de rentrer chez Coca-Cola, j'étais directeur marketing chez Johnson & Johnson. Okay. Et quand j'ai passé les entretiens pour rentrer chez Coca, on m'a dit, on a un poste même pas de junior, mais chef de produit. Est-ce que tu acceptes de passer de directeur marketing à chef de produit? Et j'ai dit, mais sans aucun problème. Okay. Pour la simple raison que le titre ne fait pas le job. Et 2, le budget marketing de chef de produit, c'était le chiffre d'affaires de Johnson & Johnson complet de l'année. Donc, il valait mieux être un petit poisson dans un grand océan qu'un grand poisson dans un petit lac. Voilà. Ok, je comprends, très clair. Voilà. Et alors, en tant que dirigeante, parce que tu étais finalement DG de Coca-Cola Company, et tu as pris au départ le Maroc, puis une partie de l'Afrique, quelles étaient tes missions? En quoi consistaient tes missions exactement? En fait, les missions c'est d'abord développer les stratégies, vraiment créer des orientations pour l'ensemble de la région qui sont en ligne avec l'orientation globale de l'entreprise. Donc, c'est vraiment
think global, act local. C'était comme ça. Et puis des fois, c'est think local, act global. Mais c'est plutôt think global, act local. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était vraiment... comme on avait un rôle vraiment de conseiller, de consultant, l'influence c'était vraiment un travail de fond dans tout ce qui était négociation, de la mise en place, parce qu'en fait, l'embouteilleur, c'est lui qui paye pour toutes les actions qui sont faites sur le marché. Donc, en fait, c'est vraiment le convaincre que c'est la bonne chose à faire, que ça va augmenter le chiffre d'affaires, que c'est profitable pour lui, etc. Donc, c'est vraiment si je devais qualifier une des grandes qualités que devait avoir un dirigeant à l'époque, c'était vraiment la capacité à convaincre et à driver les projets. Ok, très clair. Donc, tu avais une vision assez large en fait, du métier. C'est-à-dire que du coup, tu n'étais plus du tout sur le marketing, mais tu étais vraiment dans l'ensemble et tu retrouvais peut-être aussi ta fonction de financière que tu avais complètement. J'ai retrouvé mes antécédents. Ils m'ont beaucoup aidé dans les négociations justement financières. Ouais. Mais effectivement, c'est un job de management complet de 360. Donc, c'est-à-dire un dirigeant chez Coca-Cola doit être capable de parler finances, de parler technique, parce qu'il y a des investissements techniques. Il doit avoir plusieurs casquettes, en fait. Voilà, de savoir ce que c'est un route to market, de pouvoir travailler, de pouvoir réfléchir et influencer le route to market, l'investissement sur les camions, est-ce que c'est des handheld ou pas, etc. Donc, c'est vraiment un job complet. Oui, ok. Très bien. Alors, une autre question qui était chez Coca-Cola, toujours, ou même aujourd'hui, quelle a été ta plus belle réussite ? Ouf. En tout cas, la chose que tu aies faite dont tu es la plus fière. En fait, c'est pas une chose. Je crois que la chose sur laquelle la chose pour laquelle j'ai été le plus fière, c'est quand j'ai quitté Coca-Cola. Les gens que j'ai continué à rencontrer avaient toujours la même attitude, le même sourire, les mêmes mots gentils. Et pour moi, ça, c'est ça le succès. C'est ce que tu laisses comme legacy à la fin. Après, il y avait des directeurs avant moi, il y en a eu après moi. Mais ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on laisse dans le cœur des gens, dans leur mémoire, dans leur expérience, et que on laisse un impact positif. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est anecdotique, vraiment anecdotique. Ok, c'est beau. Franchement, c'est beau. Non, c'est vraiment inspirationnel. Je pense vraiment. Pour moi, vraiment, c'était le plus... Chaque fois que je rencontre quelqu'un, une personne de Coca-Cola, que j'ai rencontré ou qui a entendu parler de moi, etc., ce qui me fait le plus plaisir, c'est avoir un sourire, un mot gentil, un du beau positif, souvenir. Un beau souvenir. Et se dire, bon, ok, j'ai pas été que la boss qui a emmerdé tout le monde à faire les jobs, à suivre les KPIs et dire pourquoi vous avez raté, et puis voilà. Non. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ces personnes-là ont gardé ce souvenir de toi, ou en tout cas ont gardé un bon souvenir de toi, en fait? Je dirais, il y a une expression marocaine que je trouve qui est géniale, ce qui te dit « qu'il boussa qu'il qarsa ». Et en fait, j'étais hyper exigeante, mais là, ils savaient très bien quelles étaient les exigences qu'il fallait faire. Et donc, il fallait vraiment avoir une bonne raison pour pas délivrer, mais ils le savaient. Okay. C'est fair game. Et d'un autre côté, quand tu le fais, que c'est beau, qu'il y a des beaux résultats et que la personne est satisfaite du travail qu'elle a fait, la récompense est 10 fois ce qu'elle attendait. Donc vraiment, c'est ce mélange de reward more than the actual negative feedback, mais vraiment avoir un job avec des requirements qui sont très précis, et puis essayer de les dépasser. Et remercier les gens pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ouais, tout à fait. Le paiement, le salaire, c'est pas ce qui fait vivre les gens, c'est pas ce qui les fait vibrer. Il faut qu'il y ait plus que ça. Ouais, c'est clair. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que si tu arrives à tisser peut-être un lien personnel avec la personne et en plus avoir cette exigence-là, tu peux tirer vraiment le meilleur de cette personne-là. C'est-à-dire que il faut avoir en fait une bonne dose entre exigence et de l'autre côté bienveillance. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est l'exigence et la bienveillance, cet équilibre entre les deux qui fait que les gens, et surtout être très clair sur les objectifs. C'est sur les instructions, sur les objectifs, vraiment très clair pour que les gens sachent exactement ce qu'on attend d'eux.
Et d'un autre côté, avoir de la bienveillance quand il y a un hic ou pas, et puis quand il y a des erreurs, parce que ça arrive, hein, rien n'est parfait, et c'est pas grave. Ouais. Comme j'ai dit au départ, mon père me disait toujours essaye, c'est pas grave. C'est pareil dans la vie professionnelle et personnelle. Ça me fait penser à une citation qu'on m'avait apprise quand j'étais chez Unilever à l'époque, en stage. Et j'avais une boss qui m'avait dit écoute, shit in, shit out. À partir du moment où tu vas briefer quelqu'un, où tu vas attendre quelque chose de quelqu'un, si cette personne-là ne délivre pas correctement, il faut que tu te remettes en question. Retourne à la source. Exactement. Tout à fait. Absolument. Ouais. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut être clair sur les exigences et ce qu'on attend. Une fois qu'on est clair et que la personne a bien compris, on est presque sûr que ça va être délivré. Quand c'est un peu fuzzy, c'est sûr que ça va rater. Oui, c'est clair. Ok. Alors, je voudrais revenir un peu au mindset que t'a donné ton père. C'est essaye, de toute façon, au pire, tu te relèveras. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu es tombé, justement, et où tu t'es relevé? Ou en tout cas, un événement ou un moment dans ta carrière qui... je ne vais pas appeler ça un échec parce que, bon, pour moi, non, tu vois pas? Un moment où tu t'es dit, bon, bah, ça me servira de leçon, je prends tel learning, que tu considères pas comme un échec en tant que tel, mais plutôt un moment qui t'a aidé à avoir un déclic quelque part. De mon père, non. Je peux pas dire non. J'ai pas de souvenir vraiment précis. Ouais. Mais je donnerai un exemple d'expérience. C'est quand je suis passée après ma première expérience de directeur général, j'ai été directeur général pendant 10 ans, 2 fois 5 ans. Au bout de 5 ans, j'avais déjà été directeur général trop longtemps, parce qu'en général, c'est des périodes de 3-4 ans, et j'avais fait 5 ans, et je m'accrochais à ce job, et je le kiffais à mort. Et il fallait que je passe à autre chose, et je ne voulais pas voir qu'il fallait que je passe à autre chose. Et un jour, mon boss m'a dit « Ok ». Et lui, il n'osait pas me le dire, parce qu'il me voyait vraiment kiffer ce truc. Ouais. Et un jour, il m'a annoncé, vraiment, ça a été une décision globale, en disant « Voilà, les nouvelles orientations, telle personne va passer à tel poste, telle personne à tel... » Et c'est comme ça que j'ai appris ma nomination dans un nouveau poste. Donc déjà, c'était un peu compliqué. Et la deuxième chose, c'était en plus, il m'avait mis en tant que DG d'une entité innovation que j'avais descendu, mais pendant 1 an, en disant que ça servait à rien, que c'était c'est pas vrai. Que donnez-moi ce budget-là, vous allez voir ce que je vais en faire, etc. Ouais. Et il m'avait mis là-dedans. Alors j'avais pris ça. Non seulement c'était la nouvelle, je l'avais pas prévue, et 2, comme ça, il me met dans ce job que j'avais pas voulu. Et donc j'ai pleuré pendant 3 jours. Vraiment le truc, j'ai pleuré en me disant ouais, tout ce que j'avais donné et tout. Et en fin de compte, au bout de 3 jours, je me suis dit bon, c'est très simple, ou je démissionne, ou j'en fais quelque chose. Et j'ai décidé que j'allais pas démissionner parce que j'aimais trop cette boîte et l'esprit qu'il y avait. Et je me suis dit, je vais leur montrer ce que je suis capable de faire. Et je me suis éclatée. Je crois que ça a été le plus beau moment professionnel de ma carrière chez Coca. J'ai passé 3 ans dans cette Innovation Company à créer des nouveaux produits qui étaient dans des catégories en dehors des boissons gazeuses, et on s'est amusé. Génial. Voilà. Ok, c'est top. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic en fait? Tu t'es dit, c'est soit je me morfonds dans mon coin et je démissionne, soit en fait, t'aimais tellement cette entreprise que tu voulais absolument pas partir et tu t'es dit, bon, ok, je me ressaisis et je fais quelque chose. Non, j'ai vu que c'était une opportunité. En fait, j'avais de très bonnes relations avec ce boss-là. Et je me dis, s'il a osé me mettre dans ce poste, c'est qu'il y a une raison. S'il a osé me faire ça, c'est qu'il devait y avoir une raison. Après, on a discuté, on a rigolé avec le temps. Mais lui, il voyait vraiment ça comme deux leçons. C'est ne traite jamais quelque chose ou ne dénigre jamais quelque chose que tu ne connais pas. Donc moi, je dénigrais cette structure. Oui, tout à fait. Et je la connaissais pas. Donc ça, c'est des premières leçons. Et 2, tu peux créer un truc complètement différent, en faire, même si tu n'es pas successful au départ, tu peux en faire quelque chose de sympa. Donc juste essaye. Ok, encore une fois, essaye. On vient toujours on revient à essaye. Génial, ok. Et qu'est-ce qui fait que tu es resté assez longtemps quand même chez Coca, une vingtaine d'années? 18 ans. Tu es resté 18 ans chez eux, et même aujourd'hui, quand tu en parles en bien. Qu'est-ce qui fait que tu étais aussi attaché à cette entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise en fait peut créer autant d'affect chez ses employés? C'est d'abord, si j'étais pas heureuse, je serais partie, déjà. Ça, c'est très clair, parce que ça ne sert à rien de s'attacher à quelque chose où on n'est pas heureux. La vie est trop courte. Je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est les hommes.
c'est les hommes chez Coca. C'est Okay. les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H. C'est les hommes et les femmes qui sont justement, ils ont l'amour de la marque et l'amour de la... Comme c'est un job où, en fait, on ne vous demande pas vraiment d'être technicien, on vous demande de travailler le relationnel pour faire aboutir les choses. Donc, en fait, c'est primordial. La relation humaine, l'amitié est au centre de cette boîte. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y sent bien, on s'y sentait bien. En fait, tu t'y sens comme à la maison, quoi. En fait, comme une famille, ouais. avec les positifs et négatifs bien de sûr. la famille. J'imagine. Ok, super. Alors, un autre sujet, une question un peu plus personnelle. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment est-ce que tu fais pour concilier une vie professionnelle aussi intense, aussi brillante, à une vie de famille? Je sais que tu as 2 beaux enfants, 2 grands enfants. Comment est-ce que tu fais pour concilier les deux à la fois? Alors, je vais d'abord dire une chose, c'est que je ne les concilie pas toute seule. À côté de moi, mon mari. Ok. Donc, s'il n'y avait pas Nabil à côté de moi, à me seconder, à me soutenir, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite, parce que c'est impossible. Là, c'est celui qui dit qu'il est capable de faire tout ça tout seul, il est Superman ou Superwoman, mais c'est pas possible. Donc, j'ai mon mari qui m'a beaucoup aidée dans cette aventure, qui m'a soutenue, qui m'a poussée. Et qui a permis d'avoir cet équilibre quand moi j'étais pas là, d'avoir cet équilibre avec les enfants. Okay. Et puis deuxième chose, on essaye de faire de notre mieux en tant que parents. On fait pas toujours les choses bien, on réalise pas à ce moment quand on les fait, on réalise pas qu'on fait des erreurs. Mais bon, il faut savoir les reconnaître quand on y arrive et puis essayer de les améliorer. Mais bon, on n'est pas parfait, on essaye, pareil. On revient à la même chose. C'est vrai. Non, c'est une belle leçon de vie, et garder toujours ce dialogue avec les gamins, parce que on ne donne pas le mode d'emploi quand on est parent, quand on devient parent. Tout à fait. On ne dit pas, tu le sais avec Ibra, on ne nous donne pas le mode d'emploi des 12 et don'ts. C'est du test and learn. Donc, des fois, tu as de la chance, ça se passe bien. Ouais. Des fois, ça se passe mal. Marche pas. Mais il faut être à l'écoute, il faut être présent pour voir quand ça ne marche pas, pourquoi, essayer de ne pas refaire la même erreur. Voilà. Ok. Bon, merci pour tous ces conseils en tout cas. Alors, si tu veux bien, maintenant, je voudrais te parler... Je voudrais qu'on parle rapidement de In & Up Consulting. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise? Du coup, tu travailles à ton propre compte aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire quelles sont les différences entre le monde du salariat et l'entrepreneuriat? Je pense que c'est de l'entrepreneuriat aussi. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai quitté après 18 ans Coca? Je pense que ça va être la question. En fait, c'est parce que j'avais décidé qu'à 50 ans, je faisais autre chose. Okay. Donc, à 50 ans, j'avais fait le tour de la question. Et donc, à 50 ans, j'ai eu l'opportunité de partir et je suis partie. J'ai pris une année sabbatique qui a été en fait une année qui était merveilleuse parce que j'ai pu accompagner mes parents qui étaient fatigués. Et donc, j'ai été là pour eux pendant cette année-là. Et comme quoi, le bon Dieu, il fait bien les choses. Donc, cette année était riche personnellement, familialement, parentalement. Donc, c'était très bien. Et puis après, je me suis lancée, j'ai monté une petite structure avec pas mal d'anciens collègues, d'anciens amis qui faisaient du conseil ou qui étaient bons dans leur spécialité. Donc, je faisais appel à eux en fonction des missions que j'ai eues. Donc, je faisais appel à eux selon le besoin. L'objectif, c'était de bâtir, d'apporter mon expérience, mettre mon expérience au service d'autres entreprises, à la fois au niveau stratégique et marketing. Donc, c'était la spécialité de cette boîte de conseil à taille humaine. Donc, c'est une toute petite structure. Vous êtes combien? On est 3. Okay. Mais si je devais compter tous les consultants auxquels on fait appel, on doit être une vingtaine. Okay. Mais ils ne sont pas sur ma fiche de paye. J'ai appris à être lean et flexible et voilà. Mais on a travaillé avec des FMCJ, avec des très belles boîtes. Et en fait, la différence entre être salarié et être dans le conseil, c'est que le salaire, ils ne sont pas tous les mois. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais. Quand il tombe bien. Donc ça compense. Mais c'est surtout d'être payé selon sa performance. Donc, je dis pas qu'en tant que salarié, on n'est pas payé selon la performance, mais bon, il y a une espèce de rente qui s'installe. Là, le client n'est pas satisfait, il vous paye pas. Ouais. Donc, ça, c'est la grande différence. C'est plus exigeant aussi, en fait. C'est plus exigeant, mais d'un autre côté... je ne prends les missions que là où je sais que je vais apporter de la valeur. Ouais. Donc, c'est aussi le pendant de la chose. Voilà. Ok, super. Et alors, si je ne me trompe pas, tu travailles avec ton mari? Pas forcément, non, c'est un consultant, c'est autre chose. C'est 2 sociétés à part. Okay. De temps en temps, quand il y a un côté humain dans
dans ma mission, je fais appel à lui. Et lui, quand dans la démission, il y a un côté stratégique, il fallait appel à moi. Mais c'est pas systématique. Je crois qu'on a dû, depuis 5 ans, on a dû travailler 2 fois. Donc c'est D'accord, pas... ok. Non. Ok, du coup, comme vous étiez sur le site tous les deux, je me suis dit, peut-être qu'ils ont co-créé la chose. Non. Ok, ça marche. On en arrive à la fin de l'interview. J'aimerais savoir si tu as un motto dans la vie, une citation qui te motive ou un livre qui t'a marqué ou voilà, quelque chose qui impacte en fait ta manière de vivre aujourd'hui. Si je devais reprendre ce que je viens de te dire, il y a un motto que j'avais pas réalisé que tu essayais ça, mais c'est probablement ça, c'est essayer. Essayer, juste essayer. Ne pas avoir peur de l'échec. Essayer, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on apprend de nos erreurs et de nos succès aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment le motto. Après, ce qui est important pour moi, c'est le relationnel. Vraiment être et donner. Parce que maintenant, j'ai 55 ans. Si je peux rencontrer des gens, leur faire bénéficier de mon expérience ou leur faire éviter une erreur que moi j'ai faite dans ma carrière et tout ça, je ne suis pas avare de ce genre de choses. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai plus besoin, alhamdoulilah, de justifier quoi que ce soit ou de prouver quoi que ce soit. Si je peux aider, je le fais. Magnifique. Voilà. C'est génial. Ok. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient te contacter ou prendre contact avec toi, comment elles peuvent J'ai un email super sympa qui s'appelle samia@bouchareb.com. Ok, bon, on peut pas faire plus simple. C'est noté. Ok, super beaucoup. Merci beaucoup Samia pour le temps que tu m'as accordé. C'était hyper intéressant, plein d'apprentissage, plein de sagesse aussi. Larissa, ça a été un plaisir. À très vite, merci beaucoup. Salut, ciao. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.